Le code fait loi. Et du coup, ce qu'on produit fait loi de fait. Alors, c'est pas la loi des députés, mais c'est la loi qui va s'appliquer au quotidien vis-à-vis des usagers. Et nous sommes tous des usagers du code, encore une fois. Je sais que tu as une théorie, la théorie de la confiance. Tout à fait. Que j'ai développé en prépa. Et que avec des amis, on avait établi ce principe simple. C'est-à-dire que si tu as révisé et que tu es OK, il n'y a à peu près aucune raison de ne pas avoir confiance. Donc tu as confiance. Si t'es à la rue, le seul truc qui te reste, c'est la confiance. Tu vois, c'est un peu baisse la tête, t'auras la tête d'un coureur, quoi. On est proche de la honte, des fois. C'est des moments qui forgent. Tu vois, c'est des batailles que tu mènes avec des gens, ça crée du lien aussi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Bon, et bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Cédric Davio, qui est le responsable études et développement de Colonna Facility. Merci Cédric d'avoir... Merci Pierre de m'inviter. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Et il y a une petite émotion pour moi aujourd'hui parce que, en fait, avant que tu sois le responsable études de Colonna Facility, bah tu étais mon directeur technique. Ton premier directeur technique ? Mon premier directeur technique quand j'étais tout jeune, que je pesais 10 kilos de moins, que j'avais beaucoup plus de cheveux. Et quand je t'ai vu, bah tu étais mon directeur technique et tu avais 25 ans. C'est ça. Et bah ça m'a interpellé à l'époque. Moi aussi. Toi aussi ? Oui. Bon, bah... Parce que quand on m'a proposé des directeurs techniques, je savais même pas que ça existait en fait dans ce que je connaissais, un DAF, un directeur commercial, mais un directeur technique, juste technique, je savais pas ce que c'était. Et donc voilà, mais ça avait l'air rigolo. Du coup, t'as pris le poste. Je t'ai dit c'est J'ai rigolo. pris le poste. Il y a un poste qui passe par là. On me l'a proposé et voilà, j'ai sauté sur l'opportunité entre guillemets. Bah, du coup, c'est peut-être la première question. Comment ça s'est passé pour accéder à ce poste si jeune, à 25 ans, CTO d'une boîte de 70 personnes à l'époque, à peu près. À peu près. Justement, ça faisait quelques années que la société existait. Il y avait, en gros, il y avait des commerciaux, des RH et les deux patrons, plus la DAF. Et ça marchait plutôt très bien. Mais on arrivait à un stade où il fallait, en gros, une personne de technique dans la structure de l'ESN, SS2I, on disait à l'époque. Et donc, voilà, d'où le poste de directeur technique. Alors déjà, directeur, parce que en gros, on est tout seul. Ça reste le principe. Et technique, parce que tu t'occupes de la technique. Comment ça s'est fait ? Alors, les deux patrons l'ont plus ou moins proposé à deux personnes, de ce que j'avais cru comprendre. Ça s'est plus ou moins joué sur une présentation technique, un sujet de présentation technique pour une première soirée technique. C'est un peu comme sacrée soirée, mais on parle de technique. Donc du coup, en se basant là-dessus, effectivement, j'avais fait un joli pied de nez. Donc c'était chez SWAT sur les architectures orientées services. Donc SOA in SWAT, voilà. Donc un peu de technique avec un peu d'humour pour attirer l'attention et du coup, ça avait dû jouer dans la balance. Ça s'est joué sur une petite conférence technique. Oui, enfin, et sur d'autres éléments. Après, il faudrait demander aux intéressés quels autres paramètres ils avaient en tête pour le recrutement, mais ça, c'est, de mon point de vue, ça s'est un peu joué là-dessus, ce qui est plus ou moins rigolo. Mais parce que de toute façon, les fondements de ce poste-là consistaient à élever, on va dire, le niveau des consultants à tout point de vue. C'est-à-dire ceux qui démarraient, donc leur mettre le pied à l'étrier, ceux qui étaient bons, de les faire devenir meilleurs, etc. Donc, et en même temps, donc
au-delà de chapeauter, on va dire, la formation au sens large et gros mot du terme, il y avait, après c'était un choix peut-être, mais que tout ce qui soit technique passe par moi. Donc effectivement, je me suis intéressé aux appels d'offres, je me suis intéressé à plein de choses, à peu près tous les circuits de la boîte, enfin, et puis d'autres qui m'incombaient aussi, comme l'infrastructure que je découvrais, des trucs pour envoyer des mails. Quand j'y arrivais, il n'y avait pas d'Active Directory en fait, bref, des trucs comme ça. Mais bon, on s'adapte à tout. Donc du coup, la fiche de poste quand tu démarres, c'est responsable formation et puis l'infrastructure. Un peu avant-vente et infrastructure. Ok. Petite question, parce que t'es jeune à ce moment-là, 25 ans. Est-ce que au niveau légitimité, en fait, t'étais peut-être pas le plus senior des... Non, loin de là. Et effectivement, c'est une vraie question parce que, alors, je faisais un peu plus vieux que mon âge à l'époque. Les gens me donnaient. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais plus vieux que ton âge ? Je sais pas, mais je fais le même poids. Ça, c'était pour moi, ça. Ok. Mais après, la légitimité, effectivement, elle vient du fait que globalement, tous ceux qui étaient dans la boîte et qui voulaient discuter technique, et nos techniques, hein, on parle de développement, Java.net, etc., ils trouvaient à répondre en face. Tu vois ce que je veux dire, c'est que j'avais du répondant et j'étais capable d'adapter mon discours, de faire comprendre la technique à un commercial ou, du coup, par extension, faire communiquer un ingénieur et un commercial. Parce que je leur parle les deux langues, tu vois, c'est un peu un rôle d'interprète, en fait. Et quelque part, la légitimité, elle vient de là, elle vient aussi... D'habitude, on parle de faire communiquer le métier avec le développeur. Là, tu parles de faire communiquer. Bah oui, non, avec un commercial, parce que le process dans une ESN, c'est tout le process de vie du consultant, il passe quand même beaucoup par l'étape commerciale. Donc voilà, c'était tout l'enjeu aussi de ce qui est venu plus tard avec le SI. Enfin, le SI est même né de ça d'ailleurs. En fait, tu vois, ce qu'on appelait le SI par abus de langage. Je me suis battu à l'époque contre ça, mais bon. Alors le SI, si tu m'avais pas lancé dessus, je pense que je t'aurais lancé dessus parce que je l'ai vu naître. Je l'ai vu moi aussi naître. Ça faisait partie de tes projets, mais ça faisait clairement pas partie de la fiche de poste. De ta fiche de poste. Clairement pas. Après, c'est et quelque part, c'est un truc que je retrouve dans mon métier d'aujourd'hui. Hein. C'est de l'opportunisme business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste et de productivité d'entreprise, d'aider l'entreprise à grandir. Et c'est ça qui était intéressant in fine dans ce poste, c'était d'aider l'entreprise à grandir. C'est-à-dire que la feuille Excel qui constitue la liste des salariés et des consultants pour les commerciaux, globalement, ça à l'époque, ça m'a pris 1 heure ou 2 de faire une page web avec une table SQL derrière et ça faisait le job et c'était beaucoup mieux. Et puis pareil, pour remplacer les feuilles Excel qui étaient imprimées tous les lundis matins avant la réunion commerciale, et moi ça me gonflait de voir tout ce papier là. Pareil, 2 heures de plus, hop, et tu fais un écran et puis ça fait le job. Donc c'est né d'opportunités comme ça. Enfin, je considère que, et c'est en ça que j'aime mon métier d'origine, et que je suis toujours de développeur, c'est que on a une capacité à faire des outils et fabriquer des outils pour fluidifier un process ou arrêter de s'embêter avec un truc. C'est quand même le principe fondamental de l'informatique, quoi. C'est-à-dire que faire à une machine des trucs qui sont pénibles pour les êtres humains, quoi. Comme imprimer du papier. Le SI, tu t'étais un petit peu battu pour cette idée? Ça, non, mais ça, c'est les premières actions où tout le monde, enfin, où il y a pas débat. C'est super. Enfin, tu vois, il y a toujours quelques commerciaux réticents à vouloir saisir l'information parce que du coup, ça pose la question c'est une vraie question, ça. C'est qu'à partir du moment où tu informatises le truc, tu as la capacité de voir à quel moment la personne a déclaré une information dans ton système. Parce que n'importe quel système informatique, il y a de l'audit, il y a des logs, si c'est bien fait, hein. Donc du coup, tu peux surveiller les gens. N'importe quel système informatique est un Big Brother en puissance. Du coup, quand t'es commercial, t'as pas forcément envie de, même si personne peut le voir, il y a quand même l'admin, Cédric en l'occurrence, qui peut le voir. Est-ce qu'il va pas le donner à un autre commercial avec qui il est pote? Est-ce qu'il va aller chercher? Enfin bref, t'as le doute qui s'installe. Donc je peux comprendre ce doute et cette réticence parce que moi-même je le ressens parfois, mais tu vois ce que je veux dire. Alors tu vois, quand je te posais la question de t'as dû te battre, c'était pas une décision. C'était pas une volonté, c'était pas une demande du patron. C'était pas une demande du patron. Le besoin, tu l'as fait. Bon, je l'ai vécu. Tu l'as fait un peu naître.
Et puis derrière l'idée, faut un budget. Il y avait un budget, il y avait des questions de budget. En fait, la bascule, elle s'est jouée à un moment donné où, pareil, côté DAF, le volume de papier et de lignes comptables à traiter commence à augmenter, de contrats à relancer, avec toute la diversité des contrats de prestations, etc., les data-dates, etc. Du coup, la feuille Excel a commencé à avoir ses limites pour la génération des factures. Et quelque part sur le marché, il n'y a pas vraiment de progiciel ou d'outils à cette époque-là permettant de gérer, encore une fois, cette diversité de contrats de prestations. Du coup, c'était une bonne opportunité quelque part de vendre la solution interne, avec le discours qui est simple, c'est que des systèmes, on en fait des bien plus compliqués chez nos clients tous les jours. Et donc effectivement, alors le deal, c'est oui, effectivement, c'est une ressource, c'est de l'argent, mais du coup après on le fait intelligemment, c'est-à-dire que et le hasard fait bien la vie, et c'est une histoire d'opportunité et de rencontre. C'est Maxime, qui débarque, alors, tout ce qu'il a, il est diplômé en mécanique des fluides. Il sait pas faire de dev. On va partir avec Maxime, et ça s'est très bien passé parce que Maxime, il est intelligent, et donc évidemment qu'on a fait des belles choses. Mais ça s'est joué là-dessus, sur la bascule de la facturation. Une fois qu'on a la facturation, qu'on a les besoins commerciaux dans le système, du coup on s'étend. Fatalement, tu vois, il y a Big Brother s'étend, donc on va gérer le pipe de recrutement, on va gérer après. En gros, tous les process de la boîte permettent d'avoir un support. Il y a toujours un couple, et c'est vrai entre les méthodes et les outils. Tu vois, les méthodes et les bonnes pratiques de SOAT, parce qu'il faut le dire, tu vois, sur le lien et le suivi des collaborateurs, il était outillé, du coup, avec ces solutions-là. Et c'est mieux quand l'outil et la méthode sont un petit peu de pair, parce que c'est comme ça qu'on est productif et que ça se passe bien. Est-ce que le SI, tu l'as en tête comme proposition quand on te propose le poste, ou est-ce que ça vient bien après, c'est vraiment de l'opportunité? Ça vient très vite, je pense. Enfin, tu me parles d'un truc, c'était il y a 15 ans ou 16 ans, mais c'est venu assez vite. Pour moi, c'est comme si c'était hier, Cédric. Oui, tout à fait. Mais c'était c'est venu, je pense, comme une évidence assez vite. Ouais. Parce que encore une fois, ça reste une PME. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est une PME, et en mode un peu start-up, donc tu pars d'une feuille blanche. Et alors, faut pas oublier, parce que c'est pas qu'un problème informatique, c'est clairement un enjeu de politique. C'est avoir l'appui des autres acteurs, des commerciaux, de la DAF, des RH, et savoir aussi un peu embarquer tout le monde sur un objectif, et quitte à se battre pour défendre des frontières, des barrières, et arriver à des compromis. Et est-ce qu'il y a le SI, ça fait partie de tes combats, des propositions acceptées et sur lequel ça a ensuite été un projet sur le long terme qui avait plus sa vie, une composante de l'entreprise en fait. Voilà. Ça permet d'intégrer des stagiaires, ça a permis plein de trucs, ça a permis de servir de bac à sable pour des POC, plus ou moins heureux. Ça a permis plein de choses. Et encore une fois. C'est terrible, Cédric, parce que en fait, quand tu dis un truc, je sais exactement à quoi tu penses, parce qu'on a travaillé ensemble quelques années. De quelle époque tu parles exactement? Je pense que tu penses à quelque chose en particulier, sans doute à tester certaines technologies, notamment Microsoft.NET. C'est ça. Après, je suis tombé dans .NET quand il était tout bébé, .NET, pas moi. Mais du coup, le SI était en .NET. Et effectivement, à un moment donné, l'éditeur, Microsoft en l'occurrence, il dit, je débarque, j'ai WPF, le Silverlight, qui vont avec d'autres briques qui mettent un petit peu .NET sur un nouveau niveau, bref, et on est encore au tout début, on sait pas trop qui va gagner encore entre HTML5, Flash est toujours présent, est encore bien présent et continue à évoluer à l'époque. Donc Silverlight, oui, ça semble logique, en tout cas de faire du Silverlight, parce que de toute façon derrière c'est le même fonctionnement de WPF, et que du client lourd .NET, on sait que il y aura du marché pour ça chez nos clients. Silverlight, c'est vrai que c'est plus une problématique grand public, et là on est soumis aux aléas du grand public, et effectivement le marché, parce que Microsoft était en position de faiblesse vis-à-vis Google et Apple, c'est clair et net. Du coup Silverlight a fait un mini flash.
Mais n'empêche que voilà, ça a permis qu'on développe quand même de la compétence. C'est-à-dire que sur les premières bêtas de Silverlight, on s'amusait. Alors, tu vois, j'avais un peu un 20% Google sur mes équipes et mes stagiaires pour leur permettre de jouer avec des trucs, de maîtriser la techno. Ça paraît idiot, mais quand tu es capable de faire une boîte à meux avec l'écran du SI, c'est rigolo. Enfin voilà, ça veut dire que tu maîtrises un peu la technologie. Enfin voilà. Donc c'est de l'investissement qui coûte pas trop cher et enfin voilà, c'est encore une fois, la vie est une faite d'opportunités. Mais c'est vrai que sur .NET, c'est plutôt stable, contrairement aux frameworks qui gravitent autour de la sphère Java. Mais là, c'était pas une bonne voie. Effectivement, mais bon. Bon, l'histoire a montré que Silverlight est pas la techno qui a gagné. Mais puis quelque part, on s'en moque. Faut pas dire autre chose, mais parce que in fine, il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis j'ai commencé à développer en 2002 sur la bêta de .NET à l'époque. Pendant des années, on a vécu sur mettre dans le web des feuilles Excel. Dans les grosses boîtes, il y a des grosses feuilles Excel qui servent à faire plein de trucs, on va les mettre dans le web. Bref. Et fondamentalement, les principes, ils sont toujours pareils, d'ingénierie. À l'époque, il y avait les pages web étaient moins réactives qu'aujourd'hui. Il fallait cliquer, etc. Mais j'ai vécu le début d'Ajax, où on mettait du script caché pour faire des appels en loose day au serveur, etc. Oui, le front web a grandement évolué aujourd'hui, mais les mécanismes intrinsèques sont toujours les mêmes. Ta page web, elle va appeler un service, d'accord, qui a une adresse, un contrat et un binding, un moyen de se lier, tu vois. Ça marche toujours. Tu vois, ces principes de base d'ingénierie tu peux mettre n'importe quel framework dessus, c'est toujours pareil. Bref. Et quand tu comprends comment ça marche la tuyauterie, tu changes la façade du robinet, bon, je dis pas que c'est rien comme à apprendre, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Ok. Est-ce qu'il y a eu, en dehors du SI, ça a été quoi tes grosses difficultés sur ce premier poste de CTO? Ça avait un côté exaltant en fait. Tu vois, j'étais jeune. Encore une fois, je partais en rendez-vous avec des commerciaux. Je trouvais ça rigolo parce que autant les discussions d'ascenseur, je savais pas trop faire, mais après discuter du problème du client, j'y arrivais plutôt bien. Et bref. Mais c'était la variété des sujets. Et puis encore une fois, c'est le sentiment de peser en fait dans l'entreprise. Tu vois, d'avoir des leviers pour faire que les gens ils travaillent mieux après ton passage qu'avant. C'est un truc qui m'a à peu près toujours dirigé dans la vie, quoi. Que quand je pars d'un endroit, les gens ils travaillent mieux qu'avant, quoi. Alors, ils travaillaient mieux, ça veut tout et rien dire. Hein. Ça veut dire faire plus pour le même prix. Ça veut dire faire pareil, mais de manière plus confortable. Ça veut dire en faire autant, mais de meilleure qualité. Enfin bref, ça dépend des mieux que tu cherches, mais ils travaillent mieux. Alors du coup, t'es resté à ce poste-là 6-7 ans. C'est ça. À peu près. Et tu quittes ce poste sans quitter la boîte pour repartir en prestation. C'est ça. Et tu repars en prestation pour 6-7 ans. C'est ça. Également. Mais parce que, in fine, à Sonat aussi, enfin voilà, dans les trucs, il y avait, encore une fois, c'est l'apparition des méthodes agiles, donc, avec l'intégration d'Axel Bichalan, parce qu'il faut le nommer, voilà, qui a mis en avant et qui a permis de matérialiser cette offre agile à Sonat. Donc il fallait la vendre, encore une fois, vendre à la DAF que c'est un peu comme les restos qui annoncent qu'ils font eux-mêmes leur cuisine. C'est préparé sur place. T'as plus l'envie d'y aller, en fait. Tu te dis que c'est mieux fait. Nous, c'est pareil, en fait. Les équipes de dev qui travaillent en agile, normalement, elles font du meilleur code que celles qui en font pas. Bref, c'est une question d'image de marque, mais après, derrière, il y a des enjeux business. Bref. Mais donc, une fois, après, au bout de 6-7 ans, en fait, il y avait surtout à gérer, en fait. Voilà, il y avait plus de grands projets, ou de grands changements potentiels à venir. Après, c'est de la gestion d'échelle, etc. Donc moi, j'avais après, c'est un bon cycle, 6-7 ans pour retrouver un peu d'enjeu, quoi. T'avais monté tout l'aspect formation, t'avais monté le SI, t'avais effectivement participé grandement avec Axel au lancement de l'offre agile, qui était un peu pionnière à l'époque, 2008, quoi. C'est ça.
quelque chose comme ça. On commençait à pas mal en parler, mais voilà, c'était à peu près avant la grosse vague. Et voilà, pas mal de projets, donc c'est la gestion qui fait que la gestion, et puis effectivement après voilà, c'est la vie aussi, hein. On a femme, on fait des enfants, donc si on fait des enfants, c'est un peu pour les voir, et c'est vrai que passer 3-4 soirs par semaine en entretien, bon, on se dit qu'il y a peut-être d'autres priorités en fait. Donc voilà, et puis l'envie aussi de retrouver un peu du challenge. Voilà, parce que mine de rien, j'enseignais, plus ou moins directement, voilà, la formation sur des développeurs qui avaient travaillé après sur des gros systèmes de grosses entreprises du CAC 40, mais j'étais pas moi-même confronté. Parce que voilà, la facturation de SWAT, ça prend un petit moment, mais enfin c'est pas, on n'en sort pas 200 000 non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, c'était l'idée de retrouver, de être confronté à la vraie vie des vrais développeurs en fait. Et du coup, t'y restes 7 ans. C'est ça. Et bon, pour la petite histoire, je me rappelle, c'est une longue période de mission de prestation. Je me rappelle que tu avais dit quasiment 2 ans et demi à l'avance, avant la fin de cette mission, que à telle date, tu chercherais un nouveau poste, en fait. C'est-à-dire que la blague, c'est que quand j'ai annoncé à l'équipe commerciale de SWAT qu'il fallait me mettre en mission, il y a eu comme une espèce de challenge. Et effectivement, celui qui a dégainé le plus vite, c'était Hugo. Et donc, je suis parti à la Société Générale. Mais je me rappelle encore, sur la terrasse du Jean Lin, on lui a dit « Non, mais c'est pour 3 mois. » Mais de toute façon, je crois que j'ai toujours dit ça à tous les commerciaux en démarrant une mission. C'est pour 3 mois. Bref. Non, du coup, ça a duré très longtemps. Je pense que l'équipe de 10-15 personnes à Paris, sans compter Bangalore, Tokyo, la Roumanie, tout ça, je pense que j'ai dû vivre au moins 2 ou 3 renouvellements intégral de l'équipe sur 6-7 ans. Bref, mais non, j'ai découvert plein de choses quand même là-bas. Enfin, parce que ça restait intéressant. C'est du gros volume. Enfin voilà, c'est de la grosse application qui génère 700 000 événements de trading par jour. Et dans tout l'écosystème de la Société Générale, avec ses couches archéologiques, avec les systèmes qui calculent les positions, mais qui récupèrent tous les deals depuis 1981, parce que ils connaissent pas l'arrêté comptable de fin d'année. Ils sont pas capables de se dire tiens, en fait, en 2015, c'était ça l'arrêté comptable, donc on repart de là. Non, il repart toujours de 1981. Bref, donc tu vois, plein de trucs où d'un coup tu te prends 14 millions de requêtes de recherche de fils de trade en plus par jour, 14 millions par jour. Si tu fais le calcul, ça en fait 2-3 par seconde. Et j'avais fait le calcul. Ouais, tu vois, tout ça. Et bref, tu te prends comme ça d'un coup parce qu'il y a un système qui a décidé de se brancher sur toi. Enfin bref. Alors il y a beaucoup de challenges. Il y a aussi, il y a beaucoup de développeurs et quelque part, moi j'ai découvert aussi, redécouvert concrètement toute la discipline et la coercition des développeurs avec les outils de développement. Tu vois, de leur imposer de faire des tests unitaires, de leur imposer de faire un joli ticket Jira, de le commenter, parce que tu es obligé d'avoir une traçabilité et de l'audit et partout, et c'est important. Bref, donc c'était très enrichissant à tout point de vue, en plus de découvrir la culture internationale avec nos amis de Bangalore et de Roumanie et de New York et du Japon. Et et effectivement, alors 2 ans et demi avant, je dis que je m'en vais, mais parce que à ce moment-là, quand tous mes enfants iront à l'école, je changerai de boulot. Sauf que il y en a eu un troisième ou une troisième, donc du coup ça a retardé de 3 ans, quoi. Mais à partir du moment où elle était née, je savais quand est-ce qu'elle arriverait à l'école et voilà. Et tu t'y es tenu, en fait. C'est ça. Elle aurait pu naître le 2 janvier, mais elle est née le 31/12. Et du coup, parce que sinon, ça m'aurait retardé d'1 année. Tu l'as fait exprès. Alors, en fait, on avait le choix. Et effectivement, j'ai choisi le 31/12, mais parce que le 30, c'était son frère. Bref, mais donc, du coup, à partir du moment où elle est rentrée à l'école, moi aussi, j'ai fait une nouvelle rentrée.
Et donc tu t'y tiens, et comment ça se passe du coup ? Je cherche un travail, et du coup, alors, la vie fait bien les choses, parce que mon dernier jour de travail, je sais pas, le 26 ou 27 juin 2019 avec SOAT, ce jour-là, j'ai 2 propositions. Bref. Donc une dans une ESN et effectivement une dans un client final. Dans le SN, en gros, c'est un poste à peu près le poste que j'avais à SOAT. Enfin voilà. Donc voilà. Donc là, sans surprise, ce qui était un peu. Décliné. C'est-à-dire que c'était un peu un plan de secours, dans le sens où ce job, je l'ai déjà fait, je sais que je peux le faire. Enfin voilà, il y a pas de surprise. Donc du coup, sur le marché. Voilà, en toute logique, j'arrive à récupérer un poste comme ça. Mais ce qui m'intéresse, du coup, ça allait me confronter dans un contexte client et d'une PME. Et je choisissais une PME volontairement parce que je pense que, les grosses entreprises de CAC 40, c'est bien. Il y a beaucoup de moyens, mais il y a une inertie assez incroyable. Il y a un empilement, ça dépend des boîtes, mais il y a quand même souvent un empilement managérial assez fou. Bref, il n'y a pas beaucoup de levier. Donc, dans les PME, tu as un peu plus de levier pour bouger un peu les lignes. Je rebondis juste sur quelque chose d'un petit peu chronologique. Tu dis les choses font bien. Des fois, les choses font bien les choses. C'est comme la chance, c'est de ceux qui cèdent. Voilà, ton dernier jour à SOAT, tu as 2 propositions. Il y a un préavis en général. Ça veut dire que tu avais choisi de. Oui, j'avais. T'avais pas fait les choses dans l'ordre du coup. Non, j'avais, oui, effectivement, négocié mon départ avant d'avoir trouvé un autre boulot. Mais ça, ma femme effectivement était moins contente. Mais tu lui avais dit ? Une fois que j'avais négocié mon départ, oui. Bon, elle a dû, et donc c'est à ce moment-là qu'elle. Oui, mais elle a confiance en moi. On marche pas pareil, mais elle a confiance en moi. Ok, et donc effectivement, avant de partir, le dernier jour, voilà. Le contrat était rempli. C'est ça. Tu connaissais la suite. C'est ça. Et donc on en vient à ce nouveau poste. Tout à responsable études, bras droit du DSI de Colonna Facility. Alors du coup, Colonna Facility, ça parle peut-être pas à c'est un gestionnaire de mutuelle santé et prévoyance. Partie du groupe Colonna, dans lequel il y a Colonna Broker, donc la partie commerciale et brocage, courtier en mutuelle santé prévoyance, donc qui fait lien entre les assureurs et nos clients. Et donc nous, Facility, on s'occupe de la gestion de ces contrats d'assurance. Et il y a une troisième entité qui fait du big data. Bref, mais donc moi je m'occupe bien de la gestion. Alors c'est un gros reset technique, parce que c'est comme émigrer au Japon ou en Chine sans parler la langue, parce que effectivement je suis dans un environnement IBMI, qui était auparavant au S38 et après à S400. Alors ça marche très bien, mais effectivement ça marche pas pareil, quoi. Tout ton écosystème, c'est il y a bien 2-3 serveurs Linux et Windows qui traînent, tu vois, pour héberger le SQL Server de la GED, mais mes équipes de dev, à part ceux qui font du Angular ou un peu de Java, font du RPG, effectivement, du RPG ou de la Delia, qui est un surlangage qui génère du RPG. C'était quelque chose, c'est pas quelque chose forcément que tu recherchais. Mais... C'est évidemment pas quelque chose que je recherchais, c'est une opportunité. Alors comme je l'ai résumé à mon patron actuel, je lui ai dit, j'ai un peu vécu assurance, mais je connais pas la mutuelle, je connais pas l'IBMI, mais je vais vous passer dans le 21e siècle. En termes d'outillage, parce que, d'outillage, d'approche d'ingénierie, parce qu'encore une fois, cette plateforme, elle marche très bien. C'était ta punchline d'entretien de recrutement ou... Non, ça, je lui ai dit au petit-déj d'intégration. J'étais déjà embauché, alors je pense pas qu'il allait me virer de ma période d'essai pour lui avoir dit ça, mais parce que encore une fois, je sers à ça. Je suis pas très bon en mutuelle, je suis meilleur maintenant. Je suis meilleur en RPG IBMI, mais enfin j'ai pas une valeur ajoutée énorme et puis walou de légitimité. Donc moi ce que j'amène c'est de l'ingénierie, et de la gestion d'une équipe de dev. Parce qu'encore une fois la plateforme elle marche, le code il tourne, il y a une machine. Alors moi il y avait des dizaines de milliers de services répartis sur des milliers de serveurs à travers le monde à la Société Générale. Donc quand on fait une MEP, on les voit sur
démarrer les uns à la suite des autres, etc. C'est rigolo. Bref, là, il y a une seule machine. Quand on fait une mise à jour, il n'y a plus Internet. Voilà. On a une page d'accueil pour dire désolé, on fait une maintenance. Enfin, voilà. Mais malgré ça, la machine, elle encaisse, elle tombe jamais en panne. Mais le défaut, l'histoire de ce dev, c'est que les développeurs, ils sont tout seuls. En fait, dans la culture, les développeurs, ils sont tout seuls. Ils font leur fichier, l'équivalent d'une table, base de données, mais bref, un fichier ou une table, c'est pareil, un programme, un écran, et ils livrent. Et quand ils livrent que ça, en fait. Et la plateforme est vachement indépendante. Il y a pas, on livre pas en collectif, comme on le fait en Java, en .NET. On livre une nouvelle version de l'appli. C'était général, toutes les 6 semaines, 2 semaines avant, on est en code freeze, on se tape 3 jours de test de non-régression pour vérifier qu'on n'a rien cassé, etc. Bref, il y a tout un tas de process, on est obligé de coordonner les livraisons. Là, chez moi, c'est la pagaille, c'est-à-dire tout le monde livre quand il veut, tout le temps dans son coin. Donc, parmi les enjeux, c'est comment on coordonne un petit peu ça, comment on gère les devs concurrents, et puis d'ailleurs aussi de développer une logique. On en revient à ça, à une architecture orientée service. Tu vois, concrètement, c'est-à-dire qu'on extrait du code fonctionnel des programmes pour rechercher un assuré ou calculer un remboursement, pour le mettre dans un joli service. Alors il est RPG, mais c'est un service pareil. On lui fait des tests unitaires pareils en RPG unit, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, on peut l'appeler en API depuis le web ou depuis la GED, etc. Mais voilà ce que je leur apporte aujourd'hui, c'est de l'ingénierie de développement. Alors du coup, je te coupe. Vas-y, parce que j'ai tendance à faire plein de phrases. Le poste, quand on te recrute, le poste, il comprend cette dimension ou c'est toi qui te dis. Je crois que quand ils m'embauchent, ils m'en ont pas tellement parlé. Le poste, c'est quoi en fait quand tu. Alors, c'est d'enlever de la charge de travail au DSI sur la gestion du périmètre de développement. Donc on parle de en gros à peu près 25 personnes, à 80% qui font du RPG, prestataire ou interne, à Paris, à Romorantin ou à Casablanca. Donc après, globalement, ça n'a jamais été explicite. À Romo, comme on dit, Romorantin-Lantenay, mais Romo pour les intimes, mais en Sologne, mais ça a jamais été explicite, si tu veux. Mais j'imagine que s'il m'a embauché moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en fait, c'est que s'il m'a embauché moi alors que je connais pas la technique, que je connais pas le métier, c'est bien pour apporter ce que je sais apporter, c'est-à-dire comment organiser une équipe de dev pour qu'ils fassent de la qualité en étant productifs. Et parce que derrière l'outillage et l'ingénierie purement technique, il y a aussi toute l'approche projet. Encore une fois, mon homologue et moi, c'est un fervent défenseur du cycle en V. À la mode années 80 où il m'écrit une spec pendant 3 mois, j'ai une semaine pour la lire et dans une réunion je dis qu'elle est bien, on part pour 4 ou 5 mois de spec détaillés et puis après ça on lance des devs et puis 4 semaines plus tard on est censé recéter. Mais donc voilà, comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose de réaliste, tu vois, comme si on n'était pas encore dans les années 80. Et alors, bon, ton poste chez Colonna Facility, c'était il y a 2 ans? C'est un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans, entre l'état des lieux que tu décris à ton arrivée et aujourd'hui, résultat et chemin. C'est un débrief à chaud comme ça des 2 ans, ça aurait mérité réflexion, mais je suis arrivé le premier jour, c'était le kick-off du centre de compétences Casablanca, avec 8 nouvelles ressources qui arrivent à Casablanca, des petits jeunes Marocains qui en veulent, hein, mais qui connaissent comme moi ni la mutuelle ni la plateforme. Alors on les forme au RPG, on les forme à Delia, on les forme vite fait à la mutuelle, tout ça. Ah, c'était votre kick-off moi, à toi et au centre de compétences. Bah moi, juste c'était mon jour de prise de fonction. Oui. Bah donc, ça établissait le fait que on me mettait devant le fait accompli. Tiens, on lance un centre de compétences. Tu te débrouilleras avec pour en faire quelque chose, quoi. Enfin, quelque part, ça ressemble un peu à ça. Et in fine, la réflexion que je me suis faite, et 2 ans après, je me fais à peu près la même, c'est que un développeur qui intègre une équipe de dev, à peu près, quel que soit son niveau, à moins qu'il soit vraiment indu, il faut 3 à 6 mois pour qu'il atteigne à peu près 80% de la productivité de l'équipe. Mais tu mets 8 débutants ensemble,
c'est pas en 6 mois qu'il va se passer des merveilles. Et in fine, bientôt 2 ans plus tard, effectivement, ça. Alors, je pense que c'est l'été dernier, au bout d'1 an, j'ai dit bon, là, on va passer la 2e, et j'aimerais bien qu'on passe avoir une boîte 4-5 vitesses en fin d'année. Bref, mais là, au bout de 2 ans, on commence à avoir une boîte 4-5 vitesses sur à peu près 80% de l'équipe. Enfin, voilà. Mais ça a pris 2 ans. Alors après, et c'était ma réflexion d'ailleurs à chaud comme ça, pendant le kick-off où tout le monde se présente et une réaction à chaud. Je leur ai dit, c'est la mise en place du centre de compétences va agir comme un miroir de nos propres pratiques. C'est-à-dire que ça va voir comment est-ce qu'on arrive à définir un besoin et à expliquer qu'on a un besoin. Comment est-ce que nous on travaille en fait. Et cet effet miroir, il est toujours vrai. Et qu'on travaille, en fait, à chaque fois qu'on travaille avec une entité distante, il faut pas oublier cet effet miroir. C'est-à-dire que on se dit que ça marche plus ou moins bien, mais dans quelle mesure nos pratiques aussi sont à mettre en cause. T'avais jamais géré toi des équipes à distance? Si, j'avais quand même bien donné avec Bangalore. À l'ASG? Oui, c'est ça. Bangalore, enfin, c'est-à-dire. Ouais, mais c'était tu te coordonnais en tant que. C'est-à-dire que tu donnes du travail à faire à un dev, quoi. D'accord, ok. Ok. Tu vois, et que globalement tu te dis que pour 2 jours de produit à Bangalore, il faut peut-être pas moins d'une journée à Paris pour le vérifier, le reprendre, enfin bref. Mais du coup, honnêtement, je suis pas persuadé de l'équation économique, mais c'est pas forcément, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse, mais là, tu vois, c'est clairement une politique de l'entreprise, donc moi je m'y adapte. La réflexion, elle est juste économique ou elle est liée à une autre problématique qui peut être le recrutement? Alors clairement, et dans mon domaine particulièrement, parce que c'est-à-dire que des gens qui maîtrisent ma plateforme technique, la gaussienne, quand tu prends la gaussienne, 80%, bref, on a passé la gaussienne, sont à la retraite. D'accord? Donc la plupart des gens qui sont encore sur le marché, qui connaissent ces technologies, ils ont au moins 40-45 ans. Donc se pose une vraie question de renouvellement générationnel. Il y a bien quelques formations à la CCI de Châteauroux ou IBM qui fait des universités pour former des gens au RPG. Mais voilà, un jeune dev, effectivement, il va plutôt se lancer à faire un truc où il y a un peu plus d'employabilité. Donc clairement, c'est aussi l'enjeu. C'était l'idée, tu vois, d'aller au Maroc, parce que globalement, et c'est parce que c'est pas un mauvais choix de carrière. C'est-à-dire que du RPG, il y en a aujourd'hui, dans 40 ans, il y en aura toujours. Enfin, la plateforme IBMI, elle est là depuis 40 ans, et dans 40 ans, elle sera toujours là. C'est sûr. Parce qu'elle fait tourner des assurances, parce qu'elle fait tourner des banques, parce qu'elle sera toujours là, et IBM sera toujours là. Donc, faire du RPG dans le monde des assurances, c'est un choix de carrière, c'est presque du fonctionnariat, dit comme ça, mais en termes d'employabilité pour un développeur, c'est pas aberrant. Bref. Mais c'est pas sexy. Tu participes t'as 3 sites, Paris, Romorantin, puis au Maroc. Maroc, c'est de la sous-traitance ou c'est de la sous-traitance, c'est un contrat Sogeti. D'accord, ok. Et donc tu participes au recrutement de l'équipe Sogeti ou... Alors initialement sur le premier lot non, parce que en gros c'est eux qui avaient recruté la première équipe de 8 personnes. Depuis il y a eu quelques entrées-sorties, et notamment ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné il n'y a pas de mystère, il fallait quelqu'un sur place en local pour tenir l'équipe, quelqu'un de costaud, quelqu'un de solide techniquement, vers lequel n'importe quel développeur puisse se retourner pour dire je comprends pas où est mon PRTF, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à débugger ça, tu vois ce que je veux dire. Bref, et du coup on a eu de recrutement de gens expérimentés qui connaissaient la plateforme IBMI au Maroc. Alors c'est ce qui est bien, parce que du coup il a un peu débauché ses copains, donc on a un peu pillé une boîte marocaine, mais du coup là voilà, on a de recrutement un peu plus expérimenté, et là on choisit, on valide quoi. Enfin voilà, c'est un contrat on est client, ils embauchent quelqu'un. Quand mon prestataire embauche quelqu'un, je vais pas faire la fine bouche et lui dire non. Enfin voilà, s'il fait l'effort d'en l'embaucher. Ok, et donc du coup, par contre, tous les recrutements Romorantin parisiens, c'est toi qui recrutes. C'est ça.
Des contraintes particulières, un process particulier. Recruter, c'est forcément compliqué. Recruter un développeur Java, c'est compliqué pour tout le monde. J'ai réussi à le faire à Romorantin. Je t'en avais parlé à l'époque. Je t'avais demandé de m'aider. Je t'avais dit, si tu crois au défi impossible, voilà, j'ai besoin d'un développeur Java à Romorantin. Et je l'ai embauché pendant le confinement. Voilà, il est arrivé en avril 2020. Il est venu aux locaux et il a signé son contrat. Il a pris son PC, il est retourné chez lui. Mais voilà, il est toujours là, Marco. Et non, si c'est plus ou moins compliqué. Enfin, mais c'est le lieu géographique qui rend ça aide la pas, chose un peu c'est complexe. sûr. Ça aide pas, c'est sûr. Après, il y a des gens qui habitent il y a des gens qui habitent entre deux métropoles, en fait. Faut pas oublier quand même. Moi, je viens de la campagne. Il y a des gens qui habitent un peu partout quand même. Donc, effectivement, après, je l'ai vécu, d'ouvrir le recrutement à Paris. Évidemment, il y a beaucoup plus de possibles candidats, mais il y a aussi beaucoup plus de concurrence. C'est pas le même budget non plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a plus tendance à ouvrir les postes sur Paris, mais parce que c'est plus simple. Ok. Alors toi qui as quand même passé beaucoup d'entretiens de recrutement dans la vie d'avant. Oui, il y a encore un peu aujourd'hui, mais. Est-ce qu'aujourd'hui t'as des comment ça se passe en entretien avec Cédric Davio aujourd'hui? C'est pas méchant parce que je vois pas l'intérêt. Le but d'un entretien, c'est de savoir est-ce qu'on va travailler ensemble, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, est-ce qu'on a un intérêt à travailler ensemble. Donc, je veux pas aller dans les questions pièges, mais globalement, si on parle de recruter un développeur, en gros, comment je vais dire ça? Mince. Si assez vite, je vois que je peux tenter ma chance à essayer de voir s'il fait partie du 20%, et sinon je mesure la jauge dans le 80. Je sais pas si c'est clair, mais non, je voudrais bien que tu précises. En gros, soit il fait partie du 20%, voilà, de très bons développeurs qui a du recul sur ce qu'il fait, qui comprend ce qu'il fait, les outils qu'il utilise et pourquoi et dans quelle démarche, etc. Mais il faut pas se voir la face. Il n'y en a pas c'est 1 sur 5 de ce que j'ai vu dans ma vie encore. Bref, donc voilà, je vais aller chercher à titiller. Sinon, encore une fois, il s'agit de déterminer quelle est la part de conscience que le développeur a de son travail. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait du code parce qu'on lui a demandé de faire du code? Est-ce qu'il ne serait-ce qu'il réfléchit au code qu'il fait? Est-ce qu'il réfléchit à comment il le fait, la manière avec laquelle il le fait, etc. Et parce que je considère que c'est fondamental en fait dans la compétence d'un développeur. Ok. Est-ce que ça revient une fois? Tu m'as dit une phrase. Le code, c'est la loi. C'est ça. C'est le fameux article écrit il y a très longtemps pour le coup, mais qui est toujours vrai et puis qui est presque. Ce serait un truc qu'on devrait tous lire et découvrir parce que dans notre monde moderne où la moindre de nos actions est soumise à du code informatique, que ce soit appuyer sur le bouton de l'ascenseur, déclarer ses impôts ou trouver un rendez-vous pour se faire vacciner, tout ce qu'on fait est soumis à du code écrit par des développeurs qui, je pense, dans la moyenne, doivent être à peu près dans la moyenne de niveau que ceux que j'ai pu rencontrer dans mon avis. Donc il y a des gens bons, il y a des gens moins bons. Il y a aussi des développeurs bons, mais à qui on fait faire écrire du code pourri, soit parce que on n'est pas capable de leur expliquer ce qu'il faudrait faire ou quel serait le besoin en tout cas, ou qu'on les oblige à faire du code pourri parce qu'on leur donne pas les moyens de bien travailler. Bref, mais on en arrive à des aberrations où à la Société Générale, quand à l'heure de midi l'ascenseur se vide pendant 30 secondes parce qu'il est plein à craquer de gens qui vont déjeuner et que toi tu veux juste remonter au travail, l'ascenseur a décidé que ça faisait trop longtemps que tu étais là et il se met à biper un son horrible pour te péter les oreilles et tu te dis tiens, il y a un MOA quelque part qui a demandé à un développeur de dire tu vas bien mettre 5-10 secondes de son pénible parce qu'ils ont mis trop longtemps à libérer la porte, quoi. Alors toi, tu y es pour rien. Toi, tu aurais bien voulu, tu vois, juste ne pas avoir le son. Enfin bref. Derrière tout ça, il y a un développeur. Donc, ça amène plusieurs niveaux de responsabilité. C'est-à-dire que dans le cadre de son travail,
Je considère qu'un développeur, est-ce que je leur dis, est responsable de la moindre ligne de code, de la moindre caractère, du moindre mot, de la moindre ligne de code qu'il livre en prod. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il sera en prod, le code, il va tourner sur un serveur sans eux, et personne ne sera là pour le surveiller. Donc il faut que le code, il sache se défendre. Il faut qu'il sache se défendre. Tu vois, c'est des fondamentaux qu'encore aujourd'hui, je me retrouve à rappeler. C'est-à-dire que si tu as un champ qui demande une date, l'utilisateur a le droit de vouloir rentrer Toto dedans. C'est son droit de l'utilisateur de mettre de la merde dans tes champs, en fait. C'est au programme de se défendre. Et ce qui est vrai pour un champ utilisateur, c'est vrai pour n'importe quel flux informatique. Les autres, tu leur fais pas confiance. Ce qui implique, tu vois, un programme, il sait se défendre, il est responsable de ce qu'il fait. Bref, tous ces principes-là, c'est important parce que d'ailleurs, on impacte la vie des gens avec ça. Si mes équipes ils font pas bien leur travail, derrière après les gens ils sont remboursés moins vite ou moins bien de leurs frais de santé. Donc c'est important de se rendre compte qu'il y a un impact, tu vois. Autant la Société Générale ça va, il y a un peu d'argent, tu vois. Une fois on m'a monté un bug que j'avais fait à 10 milliards. Combien 10 milliards d'écart. Mais ils avaient mis 9 jours à le trouver. Je fais, s'il vous faut 9 jours pour trouver l'écart de 10 milliards, c'est qu'il manque pas trop, ça va. Alors, on a corrigé le soir même, tu vois, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est en termes d'impact. Là, si on fait ça dépend de chaque entreprise, mais, voilà, et au-delà il faut penser aux autres quand même, parce que notre code s'impose aux autres, notre production s'impose aux autres. Tu vois, déjà qu'on nous, informaticiens, on est mieux payés que la moyenne, voilà. Donc, faut assumer ça aussi. Ok. Belle logorée. Je ne sais plus quoi répondre, mais si ce n'est que, en repartant sur la partie recrutement, sur le process de recrutement, où tu me disais, voilà, j'essaie de jauger si j'ai quelqu'un de bon en face de moi qui prend du recul. Et qui a envie. Est-ce que, j'ai quand même l'impression que derrière ça, tu regardes plutôt le mindset de la personne et plutôt que les compétences techniques et les connaissances de langage. Ça dépend de ce que je cherche à recruter. Parce que les cases de recrutement, elles sont jamais toutes carrées. Typiquement, dans mes derniers recrutements, j'ai un profil mi-Java, mi-JET, parce que la personne, il va falloir qu'il fasse du dev Java, mais qu'il s'imprègne de notre logiciel de JET, parce que c'est lui qui est central dans le SI, il gère toutes les tâches tombées par tous les salariés de l'entreprise qui s'occupent de la gestion. Donc, voilà, c'est pas forcément évident. Alors, comment je le convainc, ce développeur Java, de entre guillemets bâtardiser ses compétences en s'occupant d'un logiciel qu'il retrouvera probablement jamais ailleurs, c'est sur l'enjeu, c'est-à-dire que il y a plein de choses sympathiques à faire, tu vois, d'amener justement de la manualité dans les outils, dans les automatismes, dans les audits, dans le monitoring des systèmes, bref, plein de challenges techniques pour un développeur qui est un peu débrouillard et qui a envie de construire des belles choses. Tu vois ce que je veux dire? À côté de ça, sur mon support prod, j'ai recruté, alors il me fallait quelqu'un de solide, tu vois, donc qui puisse seconder aujourd'hui la responsable de l'équipe. Donc là, il y a pas photo, j'ai besoin de quelqu'un qui soit opérationnel. Pareil sur un profil plus junior, quelqu'un qui sait pas faire de SQL. Je peux lui apprendre, j'ai pas de problème. Mais ça, je le fais avec mes équipes et moi et recettes. À eux, je leur apprends le SQL. J'ai pas de problème avec ça. Mais sur un développeur, j'ai pas le temps aujourd'hui de revenir à des fondamentaux comme ça. C'est le rôle des ESN de faire ça. Alors je crois que les clients des ESN ne le voient pas comme ça. Ou alors c'est des stages de fin d'études, je sais pas, mais voilà, dans un autre contexte, je pourrais peut-être. Mais aujourd'hui, dans mon budget actuel, je peux pas me permettre de faire ça. Ok. Je creusais un petit peu la question parce qu'il y a des phrases que tu m'as dites qui m'ont marqué moi il y a quelques années, où tu me disais voilà, il y a quand même peu de jobs où le rapport de productivité sur la même tâche peut aller de 1 à 10 et le rapport de productivité sur du développement peut aller de 1 à 10. Mais même plus que ça. C'est-à-dire qu'un mauvais développeur va te faire 100 lignes de code avec 10 bugs. Pour la même chose, le bon développeur va te faire 10 lignes de code avec un bug. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as même un rapport de 1 à 100 si on tient les cheveux, tu vois, mais il y a des écarts de productivité énormes et au-delà de la productivité quotidienne,
il faut pas oublier le legacy, la dette, enfin les choses bien et la dette qu'on laisse. Typiquement, j'ai vu des endroits ou des applications qui sont bien nées mais qui à un moment donné ont été flinguées, d'autres qui sont nées avec des défauts entre guillemets congénitaux, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une malformation de naissance en fait. L'application dès le début il y a un truc conceptuellement où ils se sont foirés et du coup on passe tout le reste de la vie à tourner autour. Et des fois d'autres gars ou des développeurs qui devraient, si on était un vrai ordre, ils devraient perdre leur licence de développeurs parce qu'ils te mettent en place un truc qui est juste pourri et qui va gonfler comme une tumeur, tu vois, parce que t'es obligé de te raccrocher sur ce truc-là. Et je sais parce que j'ai entrepris des travaux, tu vois, d'ablation d'une tumeur et c'est excessivement compliqué en fait, parce qu'on en revient fondamentalement, c'est qu'assez vite une application, on est confronté à des décennies de réflexion humaine compilées sous forme de code, et que déterminer exactement pourquoi le code a été écrit comme ça, c'est très compliqué. Et refaire une application qui marche exactement comme avant, c'est quasiment un défi impossible quand on a une grosse application. Et donc tout ça, ça reste. Et il faut bien se dire que tout ce code-là, il va rester là. Des fois, quand je perds foi, je me dis que il y a des fois la seule solution pour qu'on s'en sorte, pour maintenir ces systèmes-là, ce sera de mettre une IA dessus. Tu vois, l'IA de DeepMind là, qui peut apprendre, qui peut battre tout le monde en jouant au Go, juste tu lui as donné les règles du Go et puis elle se démerde. Je pense que tu la mets ça sur ce truc-là, elle peut te faire la maintenance. Mais par contre, tu oublies toute traçabilité. C'est-à-dire que tu sauras pas pourquoi est-ce que le deal, tu vois, typiquement un deal avec un collatéral qui vaut 10-6 $. Ça fait pas beaucoup de dollars, d'accord? Bref, il y a une opération qui a calculé les accrues d'intérêt, c'est-à-dire tes intérêts de ton coupon de bond en cours d'année. Mais donc, du coup, tu arrives à 10-6 à 8 $. Donc, tu as une opération où tu divises par 10-8, donc du coup, tu multiplies. Donc, effectivement, le prix, il se prend 10 puissance 8 dans la tronche, donc il rentre pas, en fait, dans la case même moyenne. Bref, ce truc-là, on y a passé, je sais plus, des semaines et des semaines, tout ça pour un collatéral qui vaut 10-6 $. Je pense que l'IA, ça lui aurait pris un quart de millième de seconde de dire je m'en fous. Tu vois, je sais pas pourquoi ce deal il passera pas, mais c'est pas grave. Tu vois, mais du coup ça veut dire que les bilans comptables, il y aura une zone de flou, on sait pas trop ce que l'IA a fait, quoi. C'est moche. Mais tu vois, maintenir ces systèmes excessivement compliqués, c'est pas facile. Ouais. Ça fait partie de tes enjeux du moment. Il y a d'autres. C'est quoi tes enjeux là de rénovation? En fait, c'est toujours le même triptyque. Hein. C'est que le business a des besoins. On a des besoins réglementaires, on a des contraintes de productivité. Il faut qu'on gagne en productivité. On a des contraintes de marché. Parce qu'on a un nouveau client, il faut faire tel ou tel truc. Mais à côté de ça, j'ai forcément des moyens limités comme tout le monde, mais également de la dette. Donc il faut rembourser de la dette en même temps qu'on cherche à investir pour améliorer les choses, en essayant de pas se rajouter de la dette récente. Voilà. Encore une fois, voilà, plus jamais on fait de trucs temporaires. Parce que les trucs temporaires, t'es sûr que ça reste. Donc le GECO, dans 20 ans, il est là. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de faire en remboursant ta dette et en trouvant un peu d'argent pour investir et essayer de rénover un peu ton système. Et des enjeux organisationnels ou pas? Parce que là, tu parlais à ton arrivée de cycle en V assez marqué. Toi, t'avais été un peu pionnier, on le rappelle dans. Sans être pionnier, c'est-à-dire que tu fais partie du mouvement qui milite pour ces pratiques de bon sens, tu vois. C'est-à-dire que, encore une fois, dans le triangle coût, délai, périmètre, qui est présent en première page de tous les PowerPoint de mes copiles, j'ai pas la qualité. J'ai pas l'adéquation aux besoins clients. Et je le vois bien, c'est-à-dire que quand au copil qui a lieu de la MEP, on est en train de se poser des questions sur le périmètre, c'est que même ça, le cycle en V n'arrive pas à le faire, en fait, à définir un périmètre. Parce que dans tous les cas, en fait, il faut de la granularité. C'est-à-dire que il faut être honnête. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent autour, MOA, MOE, recettes, manager, tout le monde dans le même panier, personne n'est capable d'avoir toutes les problématiques qu'il faut traiter en tête à un instant T. Personne.
Donc du coup, comment on fait? On fait le principe de base d'architecture. Quand tu veux construire une maison, ou quand tu veux construire un pont ou un système, tu découpes en petits bouts qui s'assemblent à la fin. Voilà, mais il faut découper. Donc c'est tout l'enjeu de découper en tâches, en unités, on appelle ça une user story si tu veux, mais bref, on a un truc qui est humainement digérable, digeste. Tu vois, qui puisse être testé et qui puisse être réalisé. Ça, c'est quelque chose que tu essaies d'apporter. C'est ça. T'en es où? Est-ce qu'il y a des murs, des écueils dans l'adoption? Est-ce que tu as un manque de sponsors? Comment ça se passe? Il y a de l'inertie, des habitudes humaines, et il y a aussi des enjeux politiques. Faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la capacité à aller gagner un arbitrage dépend de est-ce que tu as bien fait ton boulot ou pas. Parce que sinon, on va te dire commence par faire ton boulot, puis après tu iras t'occuper de ce que font les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est tout l'enjeu. Donc j'ai le sentiment d'y arriver aussi vite que je voudrais, évidemment que non. Mais j'ai le sentiment quand même d'un peu progresser. Enfin, tu vois, mine de rien, il y a quand même, j'ai vu, c'est un truc, tu vois, aujourd'hui, la gestion des tâches de dev des projets, elles sont gérées quelque part. Enfin, tu vois, dans un Jira, enfin, il y a un ticket, on a un statut, on a une valide idée de combien ça coûte, de où est-ce que ça en est, on voit à peu près où les gens travaillent. Donc, bref, ça prend, mais ça prend, enfin voilà, ça prend doucement, mais ça prend. Ok, rien à voir. Une petite question, rien à voir. Je reste sur l'organisation. Le Covid, ça a été un peu impactant. Est-ce que sur l'organisation de tes équipes, la manière de bosser, ça a changé des trucs? T'as dû t'adapter, des tips à partager là-dessus? T'avais déjà des équipes distantes et multisites, mais voilà, comment tu t'es organisé, comment tu t'es adapté? C'est-à-dire qu'effectivement, avec Casablanca, par défaut, on a quand même plutôt un fonctionnement à distance de base, donc avec des DSM quotidiens ou tous les 2 jours, mais quelque part, voilà, on est plutôt natif distant avec le fait qu'on ait les 2 sites, Paris, Romorantin. Enfin voilà, on a l'habitude du Teams, du téléphone, etc. Je t'avoue que ce qui me manque, après ça dépend des politiques de la boîte, mais c'est la visio, tu vois, parce que du Teams, être en audio tout le temps et ne pas avoir la communication non verbale des gens, en réunion notamment, je trouve que c'est fatigant nerveusement et puis on perd en qualité d'échange. Mais ça consomme de la bande passante, et la bande passante avec Casablanca, elle est un peu tu fais tu fais tes visios sans on est toujours en audio. Ouais. Toujours en audio? Toujours en audio. Alors, sauf quand moi je fais des entretiens de recrutement à distance, pour le coup, parce que là, en entretien de recrutement, je trouve que c'est quand même pas mal d'être en visio. Enfin, ne serait-ce que moi, en général, les candidats naturellement le font se mettre en visio. Et je trouve ça, c'est normal que moi je me mette aussi, par respect, et puis voilà, on est un peu sur un pied d'égalité quand on est en entretien de recrutement. D'accord. Toutes tes visios en audio, c'est par contrainte technique ou c'est la culture de la maison. C'est la culture de la maison qui a jamais. C'est une espèce de non-dit quelque part. Tiens, d'ailleurs, quand j'y pense. Mais il y a du bien et du moins bien, parce que je peux pas reconnaître que mes équipes, ils ont pas besoin de savoir que je suis passé de mon salon à mon balcon pour aller cloper pendant le copil, tu vois, parce que je pense que je peux toujours écouter le copil de la même manière, tu vois, être aussi concentré, mais je suis sur mon balcon en train de fumer une clope, bref, mais tu vois ce que je veux dire. Donc après, déjà je trouve par contre il y a un truc avec les réunions qui s'enchaînent, c'est que avant, les gens avaient conscience que tu allais passer d'une salle de réunion à une autre, et peut-être que tu allais t'arrêter pisser au passage. Mais là, du coup, toutes les réunions, elles commencent à 0,0 de l'heure, quoi, ou à 30, tu vois. Donc c'est sharp, tu vois. Donc t'arrives 1 minute plus tard. Donc globalement, je me suis rendu compte, ça a un vrai impact du télétravail et des réunions, c'est que c'est tout bide d'aller pisser, quoi. En tout cas, c'est compliqué, quoi. Mais donc sinon après, voilà, pour revenir sur le télétravail, c'est pas la panacée, mais après, de toute façon, y a pas le choix, c'était comme ça. On peut quand même continuer à travailler. Évidemment, ça marche moins bien.
Oui, je pense que ça va faire du bien que bientôt on retrouve un petit peu de lien, et parce que quand même quand on fait une pause café ensemble, on parle de trucs qui sont pas directement liés, mais où on parle d'un truc du boulot et on parle d'autre chose, et puis on apprend plein de trucs, et c'est important, et le lien c'est important aussi. Mais tu l'as remplacé par quelque chose cette c'est compliqué à replacer. Je t'avoue que en tant que manager, j'ai un peu du mal avec les trucs premier degré à l'américaine, tu vois. Et du coup, tu sais, le faux café organisé, après, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas moi qui vais lancer l'idée, parce qu'après du coup ça se retrouverait que j'ai peur que ça prenne pas et que du coup ce soit contre-productif. Tu vois ce que je veux dire? Pour autant, effectivement, après, ça suppose d'avoir du lien, d'appeler les gens régulièrement, de prendre leurs nouvelles, etc. Mais tu fais les choses différentes. Mais je pense que voilà, le retour sur site va faire du bien. Mais par contre, il y aura un avant, un après télétravail. C'est-à-dire que globalement, les gens, ils accepteront plus d'être 5 jours sur 5 au boulot, dans nos métiers en tout cas. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est-à-dire que moi j'ai des équipes qui habitent plutôt loin de leur site, donc passer 2 fois 1h30 ou 2 heures dans les transports, c'est plus, 5 jours sur 5 c'est plus acceptable en fait. Encore une fois parce qu'on a le choix de pouvoir télétravailler, la chance de pouvoir télétravailler. Ça t'a pas ouvert des portes niveau recrutement justement, où ça va pas t'en ouvrir? C'est-à-dire tu dis que il y aura plus du 5 jours sur 5 sur site, il y aura vraisemblablement une part de home office. Je pense que ça c'est le marché qui fait ça. Est-ce qu'il y aura du full remote chez toi et que du coup du full remote, je pense pas. C'est pas la culture de la boîte. Du full remote, non. Du full remote, non. Et enfin, pas en embauche en tout cas. Mais après tu vois il y a toujours un peu de réel politique, hein, tu vois. J'ai une personne, elle habite Limoges, tu vois, donc elle venait habiter la semaine à Romorantin. Depuis le confinement, effectivement, elle redécouvre sa vie de famille, etc. Donc effectivement, elle va venir plus qu'une semaine par mois sur site, et c'est très bien. Parce que c'est lié aussi à la personne en qui il n'y a aucun doute sur son engagement, sur sa compétence, etc. Donc à chaque fois c'est pas mon boulot, moi je suis pas des RH, hein, donc de définir les politiques d'entreprise, moi je fais avec ce qu'on me donne, et tu vois, je m'adapte. Je reviens sur tes visios sans vidéo. Je peux pas m'empêcher de te poser la question, est-ce que c'est culture d'entreprise, est-ce que il y a un acte de sobriété numérique derrière tout ça, ou Non, c'est juste qu'il y a des connexions pourries, mais non, après la sobriété ou la frugalité en tout cas, oui, non, ça c'est une belle qualité qu'il faut apprendre aux développeurs, mais c'est quelque chose auquel, la sobriété numérique ou frugalité dans le code, c'est quelque chose que t'adresses toi dans tes équipes? Encore une fois, c'est des bonnes pratiques de dev, c'est-à-dire que on a tendance à oublier que derrière notre code, il y a une machine qui tourne avec des cycles machines qui consomment de l'électricité, qui est produite peut-être c'est du réchauffement climatique, quoi, en puissance. Donc si pour la même opération on peut la faire en 10 cycles plutôt qu'en 150, oui, c'est mieux. Et puis en plus l'utilisateur il attend moins, comme ça il est plus content en plus. Bref, donc ça va dans le sens de l'optimisation du code, mais encore une fois, et ça commence par savoir se défendre, ou en tout cas savoir se protéger. C'est-à-dire, avant d'écrire dans un fichier, je vais vérifier qu'il est là. Avant de vouloir convertir une chaîne de caractères en date, je vais essayer, hein. D'où le try parse, c'est mieux que le parse, parce que le parse il génère une exception. Ce que j'explique aux équipes de dev avec la maxime on ne fait pas pipi dans son pantalon pour vérifier que sa braguette est ouverte. On vérifie d'abord. Enfin voilà, c'est Rodrigo Lorenz, un de mes premiers mentors, qui m'avait appris cette phrase et qui illustre bien le fait que avant de faire quelque chose, c'est pas mal de vérifier qu'on puisse le faire. Ça évite de générer des erreurs. Enfin bref, tout ça c'est de la frugalité, je sais pas ce que j'ai envie de te dire, c'est du bon sens de dev. Mais du coup,
on en vient, enfin encore une fois, à notre responsabilité de maître d'œuvre de numérique, tu vois, de l'univers du numérique, du digital, de l'informatique, appelle ça comme tu veux, mais c'est toujours pareil. C'est que le code fait loi. Et du coup, ce qu'on produit fait loi de fait. Alors, c'est pas la loi des députés, mais c'est la loi qui va s'appliquer au quotidien vis-à-vis des usagers. Et nous sommes tous des usagers du code, encore une fois. D'accord ? Et on a cette responsabilité alors que la plupart des gens comprennent pas ce qu'on fait. Et qu'on est mieux payé que la moyenne. Dit autrement, on est le nouveau clergé de cette nouvelle société. Alors peut-être pas, je sais pas s'il y a encore des nobles et un tiers état, mais si ça devait être le cas, s'il y avait encore une noblesse et un tiers état, nous serions le clergé. Des gens viennent nous faire des offrandes pour demander à ce qu'on rajoute un bouton sur la page web. Et peut-être un jour, ils l'auront. Tu vois, ils comprendront pas pourquoi ils l'ont eu à ce moment-là plutôt qu'un autre. Alors, je noircis un peu le tableau parce que quand même les développeurs maintenant, notamment avec l'agile, on essaye d'intégrer les utilisateurs et de se parler et de se comprendre. Mais in fine, est-ce que tous les développeurs qui écrivent du code ont bien cette notion de responsabilité ? J'en suis pas sûr. Et c'est ce que tu essayes de transmettre. En tout cas, je considère que c'est mon boulot. De faire en sorte qu'effectivement on produise du code de qualité qui réponde aux besoins des clients et qui en soit respectueux. Et alors, si l'informatique et le costume de clergé du XXIe siècle n'était plus ton boulot, qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas de l'informatique ? Si je faisais pas de l'informatique, alors du coup ça dépend. Est-ce que si je devais travailler dans des entreprises, tout ça, et je me verrais bien directeur des opérations, parce que tu vois dans cette logique, tu vois, d'optimisation des process de l'entreprise. Mais pour le coup, il y a un gros enjeu politique parce que tu es transverse aux autres et donc il faut pouvoir mettre ton nez dans les affaires des autres. Donc il faut du support, enfin du soutien politique en tout cas. Sinon, je ferais architecte paysagiste, je crois. Tu vois, parce que globalement il y a beaucoup de points communs entre, tu vois, souvent on fait des analogies entre le développement informatique et la construction. On devrait en faire avec le jardinage et le paysagisme, parce que c'est vivant en fait l'informatique, l'application elle est vivante, le code il évolue, tout ça. On parlait de la tumeur tout à l'heure, mais globalement, tu as une application, tu vois, je le vois comme quand je fais mon jardin, elle est au bon soleil, elle est arrosée, tout ça, elle va bien. Et puis finalement, elle empiète sur celle d'à côté. Donc tu vas refactoriser, tu vas la prendre et la planter ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Mais cette logique, en fait, de mettre en place des choses qui vont grandir et grossir et évoluer, en prévoyant qu'il faudra qu'à un moment donné, toutes ces applications, elles aient toute la lumière et l'eau qui va bien. Tu vois, qu'elles aient toute une belle golden source, tu vois, sur du référentiel, bref, tous ces éléments d'architecture, en fait, c'est d'architecture applicative et fonctionnelle, mais il y a cette logique, tu vois, de paysagisme, je trouve. Mais ça, c'est peut-être une vision personnelle. Bon, je t'ai vu sourire avant de répondre. J'ai cru que t'allais me répondre chorégraphe d'éolienne pour déconner, mais non, architecte paysagiste. Ok. Moi, je vais arriver à la fin de mes questions. J'en ai peut-être une ou deux encore. Bon, je sais que dans tes postes de CTO, il y a des fois des journées qui ont été longues, qui sont transformées en soirées, ouais, ou en nuit blanche. Est-ce qu'il y a une ou deux nuits blanches que tu pourrais nous raconter ? Il y a la nuit blanche pour installer tous les PC qui viennent d'être livrés, parce qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent le lundi, ou je sais pas quel jour. Il y a la nuit blanche pour reprendre tout l'appel d'offres pour un forfait, alors qu'on faisait pas de forfait à l'époque, mais qui m'appelle le mardi soir avec pas mal de trucs à changer, donc j'y passe la nuit. Le matin, je fais un tour chez moi me changer, c'est ça. Je fais un tour chez moi me changer, et puis je prends le patron, on part à Gare de Lyon pour aller à Lyon. Tout ça pour défendre le truc, et dans le trajet du retour, mon patron, donc on s'est mis à picoler. Du coup, c'était compliqué, mais voilà, c'était rigolo, mais c'était à l'époque où je pouvais faire des nuits blanches et réfléchir. Je sais que tu as une théorie, la théorie de la confiance. Tout à fait. Que j'ai développée en prépa, quand tu te retrouves face à l'exercice de la colle. Et que avec des amis, on avait établi ce principe simple, c'est-à-dire que si t'as révisé et que t'es ok, enfin t'es court, tout ça, il y a à peu près aucune raison de pas avoir confiance. Donc t'as confiance. Mais si t'es à la rue, le seul truc qui te reste, c'est la confiance.
Parce que globalement, c'est une espèce de biais psychologique, mais c'est quand t'as pas confiance, la personne en face va le voir. Donc tu peux être sûr que le prof, il va te donner une question pourrie parce qu'il voit bien que t'as pas révisé. Tu vois? Alors que si t'arrives confiant, tout ça, il va juste valider, c'est bon, il a vu son cours, tout ça. Il va peut-être avoir un truc pas trop compliqué, tu vois. Donc partant de là, tu vois, dans la formation des consultants, qu'il faut qu'ils arrivent à aligner quand même des phrases en entretien. Tu vois, c'était un peu pour saupoudrer le message, tu vois, pour dire, voilà, on t'a préparé, t'as un fil rouge, faut que tu dis ça, tu dis pas petit, tu as tout ça, et puis à la fin, tu dis, de toute façon, tout ce qui te reste, c'est la confiance, donc aie confiance. Tu vois, c'est un peu, baisse la tête, t'auras la tête d'un coureur, quoi. Je te posais cette question parce que tu venais de parler d'un forfait, et je sais il me semblait que t'avais dû appliquer à toi-même, la théorie de la confiance sur une soutenance forfait, ça me rappelle un truc. Oui, mais encore une fois, on essayait de faire du forfait, donc les avant-ventes, donc c'était pour ma tronche, hein, avec un partenaire commercial qui était plus ou moins partageur, et du coup, on était face à des ESN, encore une fois, qui avaient l'habitude de faire du forfait. Donc il y a des gens qui sont payés à l'année à faire des avant-ventes, en fait, à faire des études d'avant-vente. Donc globalement, nous, quand on arrivait, on était plutôt à poil en termes d'études d'avant-vente et sur ce qu'on avait l'ambition de faire. On y allait un petit peu avec notre zizi et notre couteau, quoi, à la mode Raon, quoi. D'ailleurs, c'était un peu le message du boss, hein, on y va en mode Raon. Bon, c'est du coup, non, on est proche de la honte, des fois. Mais c'est des moments qui forgent. Tu vois, c'est des batailles que tu mènes avec des gens, ça crée du lien aussi. Est-ce que, bon, j'arrive là vraiment au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée, que t'aimerais que je te pose? Et s'il y en a deux, on peut en poser deux, hein. Tout à fait. Bon, on va déjà voir s'il y en a une. Et alors, probablement que j'y avais pensé à des trucs avant, mais là, du coup, je les vois plus. Donc, mais c'est pas grave, on a quand même dit 2-3 trucs. Merci en tous les cas. Merci Pierre. Et puis, à très bientôt. À bientôt pour la saison 2. Exactement. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.